Bonjour Isabelle, c'est un plaisir de jaser avec toi aujourd'hui à propos d'un thème qui est très important pour la transition durable des forfaitistes et des réceptifs, soit les achats responsables. Aujourd'hui, en fait, on s'adresse à la fois aux réseaux de distribution et aux opérateurs qui travaillent ou veulent travailler avec le réseau, parce que tout ce beau monde-là doit travailler ensemble pour faire des progrès. Donc, l'entrevue va se dérouler comme suit. On va d'abord se présenter toutes les deux. On va parler des achats responsables chez Passiontaire, l'agence que tu as fondée. Puis, on va ensuite aussi aborder les défis du réseau de distribution et les solutions que tu connais pour ces défis. Donc, je vais d'abord me présenter, puis ensuite, je vais te passer la parole. Donc, moi, présentement, là, je travaille pour Touriscope, qui est une firme de stratège en développement touristique qui a été mandatée par l'ARF pour faire une veille stratégique et aussi rédiger cet article et cette entrevue. J'ai une expérience particulière en développement durable, mais j'ai aussi avant cela travaillé 5 ans à la production et aux achats pour un réceptif qui faisait des voyages en petits groupes. Donc, je connais un peu le sujet également. Maintenant, à toi de te présenter, Isabelle. Bonjour Caroline, merci pour cette invitation. J'ai fondé en fait, c'est ça, Isabelle Pêcheux, donc j'ai fondé Passion Terre il y a à peu près une dizaine d'années, donc vraiment avec la volonté d'en faire une agence réceptive et une agence en fait expéditive, les deux. On est voyagiste également et en tourisme durable. Donc ça a vraiment été, je dirais, la vocation dès le départ de travailler dans cet axe-là. Donc, et depuis, je dirais, depuis la pandémie, on est en train de s'orienter aussi vers la formation et l'accompagnement au tourisme durable. Super, Isabelle, c'est très bien tout ça. Donc, on va passer au vif du sujet. En bref, dis-nous, Isabelle, qu'est-ce que c'est l'achat responsable chez Passiontaire, puis pourquoi est-ce que c'est important? Alors, l'achat, je dirais, c'est ce qu'il y a même de plus important quand on a débuté, hein. C'est un peu, on sait, nous, en tant que voyagistes ou réceptifs, on a un rôle central, un peu de chef d'orchestre au niveau de tous les intermédiaires, que ce soit au niveau de nos fournisseurs, que ce soit le contact, l'influence qu'on veut avoir au niveau de notre clientèle. Donc, je dirais, l'achat, c'est vraiment un des postes primordiaux en fait au niveau de si on veut dans notre engagement en tourisme durable, parce que c'est vraiment ça ça va avoir de l'influence aussi, c'est ça qui va représenter toute notre offre touristique. Puis, est-ce qu'il y avait des personnes attitrées aux achats? Est-ce que vous avez une politique d'achat formelle pour guider ces choix de fournisseurs et tout? Pardon, ma chaise bascule. Non, en fait, il faut voir, on est une petite agence hein, qui s'est construite petit à petit, mais qui est restée quand même sur une petite structure. Donc, on n'avait pas de responsable des achats. Je dirais, tout le monde mettait un peu la main à la pâte par rapport à ça. On avait beaucoup de communication à l'intérieur aussi de l'agence pour pouvoir faire ou choisir nos fournisseurs. Donc, il y avait vraiment, ce qui n'est pas toujours le cas, j'en consens, dans des structures plus importantes, où là, forcément, il y a des responsables des achats au niveau des agences. Mais c'est ça. Donc, tout le monde participait à la construction des circuits. Donc, du coup, on se partageait les informations par rapport à ça. Et donc, grâce à une forte cohésion d'équipe, vous arriviez quand même à tous être sur la même longueur d'onde là, pour le choix des Oui, et fournisseurs. puis pour revenir aussi à l'autre partie de ta question par rapport à la politique, je dirais, elle s'est faite quand il faut aussi remettre ça dans le contexte de 10 ans en arrière, où je dirais on était dans un contexte où quand j'ai fondé Passion Terre, le tourisme durable, d'ailleurs il y avait même, on ne savait pas ce que c'était, donc il y avait déjà besoin
d'expliquer en fait ce qu'on allait faire, et puis de trouver cette politique. On l'a construite en fait au fil des années. Elle s'est affinée, elle a évolué, et elle s'est construite avec l'ensemble effectivement de l'équipe pour pouvoir, je dirais, euh, mettre des critères ou des engagements avec nos partenaires qui se sont affinés au fur et à mesure, et puis aussi se sont affinés par rapport au contexte, par rapport à des engagements qui étaient plus importants aujourd'hui qu'hier. Je dirais ne serait-ce que pour donner un exemple, dans la gestion des déchets, on avait le but, c'était toujours d'avoir une politique qui était sur deux angles, en fait, qui était à la fois sur la volonté de réduire les impacts négatifs, et puis d'augmenter les impacts positifs. Donc, quand on avait des relations, quand on voulait mettre en place cette politique avec nos partenaires, nos fournisseurs, on avait ces deux angles-là. Soit on mettait l'accent sur, effectivement, et puis aussi, ce qui est le défi aussi qu'on a eu au départ, enfin que j'ai peut-être eu au départ, c'est que dans la volonté de bien faire, il y avait vraiment presque la volonté de vouloir chercher des partenaires qui étaient presque parfaits, donc qui intervenaient sur les trois dimensions du développement durable, autant l'économique, l'environnement que le social. Donc, et c'était quasiment impossible, quoi. C'était au départ, il y avait cette perfection même. Je dirais, il faut pas. En fait, on apprend. Cette perfection n'existe pas. Donc, il faut au contraire valoriser. On s'est dit, ben, on va mettre l'emphase sur un certain nombre de critères, et on va valoriser un engagement ou un autre en fonction de nos partenaires. Donc, on avait des fournisseurs qui valorisaient plus le social au niveau de leur structure d'entreprise, au niveau des relations avec la communauté. Puis d'autres, c'était vraiment la protection de la biodiversité. Donc, chacun avait, et on s'est dit, bah, c'est ça qu'on va mettre en valeur. Et puis, inversement, on s'était mis dans des critères sur lesquels on se disait, ben là, non, c'est plus possible aujourd'hui de travailler avec tel fournisseur parce que, je ne sais pas, au niveau de sa gestion, je sais pas, il utilisait encore des couverts en plastique, alors que c'était des choses sur lesquelles on disait, ben non, c'est pas, on ne travaillera pas. Donc, on se mettait des barrières aussi pour se fixer une ligne directrice par rapport à ça. Mais la volonté était plutôt d'encourager nos partenaires à aller dans le sens de la durabilité, donc de mettre en valeur toutes les initiatives qu'ils pouvaient avoir mis en place déjà. Tu devances mes questions, Isabelle, tu es bien préparée. Donc, ben, en fait, je voulais poursuivre avec les défis qu'on avait identifiés lors d'un atelier du Symposium de tourisme durable Québec là, en novembre dernier, auquel on participait toutes les deux. Et le premier défi donc, qui avait été discuté à ce moment-là, c'était la difficulté d'identifier les prestataires qui sont engagés, sur quoi on les évalue, comment on les évalue. Tu en as parlé un peu déjà, mais as-tu autre chose à dire à ce sujet-là? Ben, en fait, là, dans la manière dont on construit nos circuits, il y a deux, effectivement, deux niveaux. Là, il y a le niveau au niveau des produits qu'on veut mettre en valeur. Donc, c'est sûr que comme je l'ai dit, en fait, on s'est mis dans la politique des critères où on s'est dit, bon, bah là, c'est important par exemple, de travailler. On a fait on a été axé beaucoup sur la gastronomie, notamment sur la mise en valeur du terroir. Donc, nos critères étaient de favoriser notamment des prestataires qui étaient en culture biologique ou qui faisaient travailler au niveau local. Donc là, c'était des critères comme ça qu'on mettait. Donc, c'est sûr que ce n'est pas toujours évident. Ça passait une des choses importantes avec lesquelles on a travaillé, et une des collaborations en tout cas importantes
c'est de travailler avec les destinations Mm. qui nous ont vraiment aidés dans cette démarche, soit à travers pour répertorier les prestataires sur la destination qui étaient engagés. Donc, c'est sûr que ça touche que ceux qui sont membres, mais nous, Mm. ça nous a permis déjà d'avoir énormément d'informations sur les prestataires engagés, puis après, du coup, d'avoir un suivi personnalisé avec ces prestataires-là. Donc, je pense que cette collaboration, elle est essentielle. Ils nous ont permis même d'organiser des, des repérages, hein, en fait, et de rencontrer ces intermédiaires. Donc, on avait la possibilité de les rencontrer aussi sur le terrain. Donc, ça nous a permis d'établir effectivement de répertorier et d'identifier des prestataires avec lesquels on pouvait travailler. Je pense que c'est un très bon conseil, très concret. Et puis, comment faire pour rester à jour là, dans l'information sur les fournisseurs? Est-ce que à chaque année, vous les re-questionnez sur leurs pratiques? Pareil, là, je dirais, dans la lignée du développement durable, c'est généralement on le voit, hein, ce qui est important, en tout cas au niveau de l'agence, c'est vraiment de travailler, de fidéliser les partenaires avec lesquels on travaille. Donc, et en tourisme durable, c'est encore, ça se resserre, hein, les taux se resserrent et s'élargit, je dirais aujourd'hui, et tant mieux. Mais au départ, je dirais, on n'avait pas une quantité énorme de fournisseurs. Donc, c'est sûr qu'il y avait une mise à jour puisqu'elle se faisait continuellement justement dans la relation qu'on avait régulière avec eux. Donc, de voir où ils en étaient. Est-ce qu'ils étaient effectivement… Il y a un questionnement continuel, en fait, pas continuel, mais une mise à jour qui va se faire automatiquement en disant, est-ce qu'il y a… Et eux… Et c'est là qu'on a, je trouve, un rôle à jouer pour sensibiliser nos fournisseurs, c'est qu'ils se prennent au jeu de ça. C'est que si on met en valeur des initiatives, quand on les appelait l'année suivante en leur disant est-ce que vous avez mis en place d'autres choses, que ce soit à l'interne ou avec justement avec la communauté, ce réflexe-là, il était là automatiquement, là. Donc, ça allait dans ce sens-là. Est-ce qu'il y avait une difficulté parfois à travailler avec, à recueillir l'information auprès des fournisseurs ou ils étaient assez prêts à partager toutes leurs actions? Ceux qui s'engagent et qui font des actions en durabilité, là, en tout cas en tourisme responsable, généralement, ils sont fiers de leur réalisation. Donc, ils ont envie de les partager, oui. Ouais. Oh, super. On avait aussi identifié lors du symposium là, au niveau mondial, fouiller des certifications, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver. Puis, est-ce qu'on peut vraiment s'appuyer sur des certifications qu'ont les prestataires de services pour faire des choix pour nos achats? C'est pareil, je pense que ça va être fondamental de s'aligner vers les certifications. Pourquoi? C'est sûr que parce que ça met un cadre, puis on parle beaucoup d'éco-blanchiment. Donc, pour lutter aussi contre ça, je dirais la seule façon aujourd'hui à moins de connaître personnellement la façon dont travaille le fournisseur, une des façons en tout cas de s'assurer qu'on n'est pas dans l'éco-blanchiment, ça va être la certification. Donc, et en tourisme, pour s'y retrouver, il y a l'organisme, effectivement, le GSST, qui est le Conseil mondial du tourisme durable, qui permet d'établir qui n'est pas une certification en soi, mais qui a mis en place effectivement des indices et des critères, en fait des normes sur lesquelles les certifications en tourisme s'appuient. Et là, c'est un gage de crédibilité, d'assurance. Donc, déjà, avoir une certification qui est accréditée par le GSST, ça donne déjà un gage de crédibilité. Oui.
Donc, Ah oui. c'est sûr qu'il y a des différentes certifications aujourd'hui. Et dans nos choix, la certification auprès de nos fournisseurs, c'était effectivement une des questions qu'on posait qui était régulière, quoi, et qui était un des engagements sur lesquels on se basait. Donc, pour résumer, c'est un peu une façon de s'assurer rapidement que le fournisseur répond à un ensemble de critères sans soi-même devoir engager beaucoup de temps et de ressources pour faire cette évaluation-là. Oui, c'est ça. Euh, donc, tu l'as mentionné déjà aussi, mais je me souviens que pendant cet atelier de Tourisme durable Québec, tu avais dit que la quête impossible du fournisseur parfait ne devait pas être un frein à la volonté de faire mieux. Donc, peux-tu nous parler un peu plus de cette quête du fournisseur parfait qui parfois, faut faire des choix, prioriser certains aspects versus d'autres? Donc, effectivement, donc c'est ça, il ne faut pas se prendre au jeu de dire, bon, en fait, la difficulté, le défi, c'est de se dire, à partir de quel moment je peux dire que mon fournisseur, il est durable. Donc, et ça, c'était un questionnement constant à l'agence donc je n'ai pas la réponse magique, hein. C'est sûr que la certification aide justement à donner un des critères pour se dire j'ai choisi ce fournisseur parce qu'il a telle et telle certification. Mais des fois, ça a été d'autres choix. Donc, et il a fallu, on s'est rendu compte que pour faire avancer les choses avec nos fournisseurs, pour qu'on ait un impact aussi nous en tant que réceptifs, pour que justement ça évolue dans ce sens-là, c'était de se dire à ce moment-là, on va vraiment y aller, on va choisir, on va avoir un engagement ou deux sur s'il en a plus, tant mieux. Mais si on voit que effectivement il fait des choses intéressantes, ça peut être à différents niveaux. Je peux donner concrètement. Je sais, ça peut être la structure d'un bâtiment, quelqu'un qui s'est servi de matière recyclée pour bâtir son bâtiment. Donc, après, ça peut être les produits qu'il vend, ça peut être aussi sa volonté de maintenir un patrimoine, un artisan. Donc, toutes ces choses-là, après, participent en fait au développement du tourisme responsable. Donc, petit à petit, le fait d'aller dans ce sens-là, de mettre l'emphase sur un des engagements, on leur posait un certain nombre de questions. On avait un questionnaire qui touchait les différences. Ça ne nous empêchait pas de passer au travers du questionnaire. Donc, eux-mêmes, ils se disaient, ah ben non, tiens, par rapport à ma gestion des déchets ou ma gestion de l'eau, ça c'était plus à l'interne. Mais donc, on le voit au niveau des hôtels, au-delà de se dire, on avait un rôle en disant, tiens, oui, moi là, je fais des paniers, mais dans mon panier, est-ce que c'est des produits, est-ce que j'ai trop d'emballage? Est-ce qu'il y a, voilà, c'était des questions qu'on leur posait qui finalement, je pense, pouvaient les faire cheminer aussi dans cette voie-là. Mais c'est sûr on se disait, là, à partir de ce critère-là, donc c'était un choix passion-terre, je l'avoue, hein, qu'on s'était fait, puisque c'était notre politique à nous. Mais, et puis, heureusement, il faut dire qu'au départ, on n'aurait pas pu, il y avait l'engagement, il était uniquement sur certains prestataires. Alors, sachant qu'on voulait faire des circuits, on était confronté à un moment donné à se dire, soit on reste dans la même région, donc il fallait qu'on soit un peu plus humble par rapport à l'engagement des fournisseurs. Et aujourd'hui, je dirais que c'est un encouragement, c'est positif, c'est qu'on voit un élan au niveau du positionnement de tous nos fournisseurs. Donc, on va en avoir de plus en plus. Donc, le défi sera de moins en moins difficile de trouver des engagements. Parlant
travail avec les fournisseurs? Est-ce que ça vous est arrivé de travailler avec des fournisseurs qui avaient des pratiques qui ne répondaient pas à vos exigences et de les avoir influencés ou accompagnés pour s'améliorer? S'ils ne répondaient pas à nos exigences au départ sur aucun des... non, on ne travaillait pas avec, ça c'est sûr. Il fallait qu'au moins, il fallait au moins qu'ils aient... Mais disons que sur un Ouais. aspect, ils étaient bien, mais sur d'autres aspects, ils étaient moins bien, qui pouvaient impacter l'expérience du Oui, client, par oui, exemple. alors là, oui, on n'accompagnait pas, on n'avait pas un rôle d'accompagnateur, hein. On n'a pas un rôle d'accompagnateur en tant qu'agence, mais on a un rôle d'influenceur. Et d'influenceur, ça peut être par exemple dans nos contrats, c'est de dire on parle de l'achat. C'était de se dire, au lieu d'avoir un contrat qui ne parle que de tarifs, que de partie financière, eh ben, c'était de dire intégrons dans le contrat une dimension responsable. Donc, une exigence en disant responsable. Et donc, petit à petit, c'est sûr qu'il y a forcément une influence parce qu'ils savent qu'en travaillant avec nous, il y a une mise en valeur qui est mise déjà par rapport à cet axe-là et que petit à petit, par le questionnement et les autres critères, il y en a certains qui se sont engagés après sur d'autres. C'est vraiment intéressant, cette idée-là de mettre dans les contrats certaines dispositions. As-tu des exemples plus précis, par exemple, ne pas utiliser de vaisselle jetable ou qu'est-ce que ça peut être? C'est ça, c'était par exemple... par exemple, au niveau des hôtels, de ne pas utiliser les mini-contenants dans les chambres, d'avoir des distributeurs pour tout ce qui était produits toilettes. OK. Bon. Eh bien, ensuite, oui, moi, je voulais tirer un peu de mon expérience personnelle aux achats. Donc, c'était avant la pandémie. Je ne sais pas comment c'est depuis, mais c'était souvent un grand défi de concilier la pression des clients de nos partenaires là, à l'étranger et la pression pour garder les prix bas. Il y avait aussi une certaine rareté des chambres là, dans certaines destinations sur lesquelles on travaillait. Et puis, notre volonté d'intégrer des critères plus responsables dans le choix des fournisseurs. Donc, as-tu des conseils un peu là, pour concilier ces différents intérêts-là? Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se le cacher, c'est un défi à ce niveau-là. Et là aussi, on va avoir besoin d'une collaboration avec les destinations pour faire connaître au niveau des plus petits prestataires. C'est toujours, mais je sais qu'ils travaillent là-dessus déjà depuis. Mais il faudra encore mettre l'accent là-dessus, je pense, pour faire connaître les agences, en fait, le travail des agences du réseau de distribution. Auprès des destinations et à travers les destinations auprès des fournisseurs parce que ça c'est sûr qu'on privilégie, c'est un vrai défi, c'est que travailler avec des plus petites structures, nous on a déjà eu des refus catégoriques de plusieurs fois d'ailleurs de petites structures qui étaient impliquées, qui avaient des beaux engagements mais qui nous ont dit non, nous on ne travaille pas avec les agences. Donc, on ne travaille pas avec les agences parce qu'ils n'en avaient pas besoin. Oui. Ils travaillaient avec, ils avaient leur réseau en direct qui fonctionnait très bien. Donc c'est un réel défi au niveau des plus petites structures. Après, là, pareil, aujourd'hui, il y a un travail à faire pour faire connaître le réseau de distribution. Et puis peut-être que ça s'améliore aussi parce que justement l'engagement envers le tourisme durable va se faire sur plus de structures, donc même sur des fournisseurs avec lesquels on travaille au départ. Donc on peut fidéliser par rapport à ta question justement de tout à l'heure. Effectivement, pour ceux qui travaillent, il ne s'agit pas de changer de fournisseur et de recommencer à zéro. Là, d'abord, c'est de travailler avec ses fournisseurs, puis de voir comment nous, c'était notre critère de base, mais prenons une agence qui
qui n'avait pas cette orientation-là au départ et qui se dit bah, maintenant je veux l'orienter dans mes contrats avec mes fournisseurs, bah, il ne s'agit pas d'arrêter tous les contrats avec les fournisseurs existants. Je pense que c'est d'abord de travailler avec ceux avec lesquels on travaille et de voir comment soit faire ressortir leurs engagements, soit effectivement les pousser, aller en disant est-ce que vous avez pensé à aller dans cette direction-là. Donc, parce que c'est un vrai défi pour les petites structures. Donc, on le sait, là, par exemple, si on est sur des hébergements insolites, c'était pas facile de travailler avec eux. Forcément, la demande est là, donc c'est pas forcément, c'est vraiment pas évident. Mais comme je pense qu'il va y avoir un développement au niveau de l'offre, donc ça va permettre en tout cas aux réceptifs d'avoir des fournisseurs, d'avoir potentiellement plus de fournisseurs en tout cas engagés. À titre de réceptif, donc quand tu travaillais avec des voyagistes à l'étranger, ou avais-tu cette pression-là de garder les prix bas, et donc arrivais-tu parfois à leur faire accepter une hausse de prix justifiée par la volonté de travailler avec un hébergement plutôt qu'un autre, ou un fournisseur plutôt qu'un autre qui aurait des meilleures pratiques responsables? J'imagine que les partenaires avec qui Patientaire travaille avaient déjà là, cette orientation-là, mais... Oui, ça aussi, c'est pareil, c'est pas toujours évident de mettre ça en place. Là aussi, on a un rôle d'influenceur avec les agences avec lesquelles on travaille et pour lesquelles ils nous demandent de bâtir un circuit, et le tarif joue souvent un rôle essentiel. Donc, à un moment donné, il faut, parce que au bout d'un moment, c'est sûr qu'on arrivait des fois avec des tarifs un peu plus élevés, mais on comparait les choses. On leur disait, ben là, c'est soit on reste avec un circuit classique et c'est sûr, on va être sur un tarif peut-être plus bas. Et là encore, c'est pas forcément vrai. Il ne faut pas toujours associer tourisme durable à hausse des tarifs. Ça dépend avec les fournisseurs et les engagements qu'on a avec eux. Hein. Mais c'est sûr que plus on veut mettre des choses personnalisées, originales, qui vont dans le sens du slow tourisme, donc ça, plus on met d'éléments et de richesses dans un circuit, plus normalement le tarif ça va jouer sur le tarif. Donc, mais ça se justifie. Ça se justifie pleinement. Hein. Donc, après, il y avait un travail à faire parce qu'on est des intermédiaires. Donc, c'est sûr que ça se dilue. Hein. Après, il fallait que l'agence puisse elle-même, notre agence cliente puisse elle-même bien vendre ce qu'on lui avait vendu pour que son client accepte la proposition. Donc, il y a beaucoup de détails et de valorisation à mettre en place pour justifier parfois un tarif et une différence. Mais là, c'est pareil aussi. Il y a une volonté, en tout cas, que j'ai vue avant la pandémie, qui était de valoriser ce genre de tourisme. Et parce que aussi, il y a une demande de la clientèle. Donc, toute cette influence-là, à un moment donné, il faut qu'elle... alors, on ne va pas couvrir, même si on veut que le tourisme durable devienne la norme, il faut, à un moment donné, il faut une réalité. On va pas, il y a des clients sur lesquels ça ne fonctionnera pas. Mais de plus en plus, en tout cas, on voit que si on pousse dans cette direction-là, ça va avancer. Et ça va avancer parce que ça va plaire en bout de ligne aux clients. Oui. Oui, ben, les actions durables ou les aspects durables de l'expérience de tout produit ou service touristique, c'est une dimension de la qualité de l'expérience aussi. Donc, d'aller dans ce sens-là, ça donne simplement une meilleure expérience aux clients sur place, ça influence sa satisfaction. Puis, mais le défi, c'est parfois d'arriver à bien le communiquer en amont pour justifier la valeur ajoutée de notre proposition, si je peux résumer ainsi. Oui.
Après, ma dernière question pour toi, Isabelle, c'est si tu avais un conseil là, à donner aux membres de l'ARF, disons par quoi commencer, hein? Qu'est-ce que ce serait ton conseil? C'est la question cruciale. Par où commencer? C'est ça, ça serait de commencer déjà par justement avec les gens, avec les fournisseurs avec lesquels on travaille et justement avec ceux avec qui on a établi des relations d'affaires de longue date et de voir avec eux comment on peut intégrer les engagements durables dans notre façon de travailler. Donc, en fait, idéalement, il faudrait presque intégrer dans toute notre façon de travailler cette dimension-là. Il faudrait que ce soit la colonne vertébrale, la responsabilité. Donc, à partir du moment où on l'intègre, on se dit, bon, ben voilà, notamment au niveau des achats, on s'est dit, voilà, on va commencer avec ceux avec lesquels on travaille. Puis après, on va regarder comment on peut organiser les circuits. Puis un des défis, c'est le transport, hein, on ne se cache Oui. pas, hein, c'est vraiment un des, en tout cas au niveau émissions carbone, ce qui revient tout le temps. Donc c'est d'aller dans un sens, même dans la construction même de nos circuits, comment on peut les rendre. On est dans une orientation aujourd'hui où on se dit, il faut que les voyages soient plus longs pour que justement on profite pleinement et qu'on diminue notre impact carbone. Puis de regarder comment on peut faire au niveau transport pour trouver des alternatives sur place pour pouvoir aussi être plus responsable à ce niveau-là. Donc, réduire les distances de déplacement en voiture et tout ça. Là. Ouais. Ouais. Mais c'est sûr qu'il faut commencer par les relations qu'on a, je pense, dans notre quotidien et se Ouais. dire et intégrer cette dimension-là dans nos relations. C'est un beau début. Oui, et puis moi, j'avais envie d'ajouter mon propre grain de sel. Je pense qu'il faut mettre les efforts là où ça compte le plus, et puis, c'est-à-dire dans le choix des fournisseurs, là, les destinations peut-être où on envoie le plus de clients, ou avec ces forfaits, les meilleurs vendeurs, à l'intérieur de ces forfaits-là, quels sont les fournisseurs avec qui on travaille. Donc, soit Ouais. pour améliorer leurs propres pratiques ou bien essayer d'évaluer quelles seraient les autres options, mais en effet, d'abord avec ces fournisseurs actuels. Ouais, non, mais c'est ça. En fait, il faut bâtir quelque chose avec l'existant et puis l'intégrer. Donc, ça, c'est les fournisseurs, mais c'est la destination. En fait, se regarder qu'est-ce qu'on fait déjà et comment on peut l'améliorer en collaboration avec les ATR, avec tout notre monde. Donc, il faut vraiment penser réseau, hein. Je veux dire, on n'y arrivera pas tout seul. Donc, il faut qu'on ait il faut vraiment Ouais. penser réseau et collaboration, ça c'est fondamental pour avoir de l'information sur ce qui se fait au niveau des destinations et pour qu'on arrive à répertorier que l'information nous arrive. En fait, ce qui a été le plus exigeant, je pense, au départ pour nous, c'était vraiment ça, c'était identifier nos prestataires. Hein. Mm-hmm. Identifier nos prestataires. Donc, on l'a fait et après avec les destinations. On l'a fait en direct avec nos propres recherches. Mais il faut que cette information-là, plus elle sera identifiée, répertoriée, plus ça sera plus facile pour les réceptifs et les voyagistes de se dire, là, c'est facile, je sais quelle action fait, enfin en tout cas de répertorier tous ceux qui sont engagés et à quel niveau. Et ça Mm-hmm. ça va se faire au niveau des destinations. Donc, si je peux résumer, aux fournisseurs, aux prestataires de services, on leur dit de se préparer à communiquer leurs bonnes actions, de le faire savoir à leur ATR ou autres organismes de gestion de la destination et auprès des réceptifs et forfaitistes avec lesquels ils travaillent déjà. Aux réceptifs forfaitistes, on leur dit d'interroger leurs fournisseurs actuels, d'interroger les destinations pour identifier des nouveaux fournisseurs potentiels. Et aux destinations, eh bien, on leur dit de travailler
en collaboration avec tout ce monde-là. Exact, ouais. Non, c'est important de voir en fait, puis d'intégrer dans nos contrats cette dimension, automatiquement cette dimension, c'est ce qu'on appelle l'économie, dans nos formations, l'économie d'impact, c'est-à-dire passer d'une économie financière à une économie d'impact pour pouvoir effectivement avancer. Donc, c'est sûr qu'on est dans un changement un peu, le mot, un peu à la mode de paradigme dans notre façon de travailler, mais elle se fait pas, il ne faut pas qu'elle se fasse de façon radicale. Donc, il faut intégrer petit à petit des éléments et puis c'est comme ça qu'on va avancer. Bon, mais c'est super. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir pris le temps pour cette entrevue. As-tu un mot de la fin ou quelque chose pour clore cette discussion? Bon. Je dirais de pas, je dirais qu'il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas se décourager, il ne faut pas se mettre des freins. Et puis, je pense qu'on a quand même, on s'en va vers ça. Donc, il ne faut pas l'ignorer non plus, cette dimension-là, parce que c'est celle qui va pérenniser nos activités aussi. Parce que faut pas se leurrer. À un moment donné, si on ne va pas dans ce sens-là, on risque de quand même frapper un mur. Donc je pense qu'il faut, en tout cas, c'est la voie à suivre et que la démarche va se faire. Elle n'est pas brutale, donc il faut y aller petit à petit, là, mais en tout cas, y aller. Et qu'aujourd'hui, même si on est confronté, il y a une conscientisation, en tout cas, je dirais la Covid au moins a apporté ça de positif, c'est que toute cette réflexion-là a été de faire parler, de prendre conscience de la responsabilité du tourisme. Et que même si on est confronté aujourd'hui à des enjeux qui sont quand même difficiles par rapport à notre industrie, qui est par rapport aux ressources humaines, par rapport aux ressources financières, je dirais, on ne va pas pouvoir s'attaquer à tout en même temps et qu'une fois qu'on aura repris un petit peu en tout cas une petite vitesse une vitesse pas de croisière, mais ce n'est pas le mot que je vais envoyer, mais en tout cas qu'on aura repris, on aura stabilisé au niveau des ressources humaines et repris une gestion quotidienne, là c'est sûr qu'il va falloir intégrer ces éléments-là pour pouvoir, c'est important pour la suite des choses. OK. Je te remercie beaucoup, Isabelle. À bientôt. Ça fait plaisir. Au revoir.